Mesdames et messieurs, bon après-midi, bienvenue à cet autre rendez-vous de votre magazine de l'actualité. C'est bien le Grand 7 sur Dash Télévision. Ensemble, nous allons faire la revue de l'actualité de cette semaine qui s'achève. Et bien sûr, à nos côtés, un invité de marque qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau de Grand 7. C'est sa toute première fois et c'est avec plaisir que nous le recevrons juste après cette transition. Restez connectés, à tout de suite. Merci à vous qui nous rejoignez à l'instant. Vous êtes bien connectés sur Dash Télévision. Merci de nous faire confiance. Je vous l'annonçais donc, on a un invité de marque pour cette autre édition de votre magazine de l'actualité Grand 7. Il s'appelle Philippe Amanyé-Botiba. Il est chef d'antenne régionale littorale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Il nous fait l'honneur d'être là pour la toute première fois sur Dash Télévision. Philippe, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. Même quand vous m'annoncez comme étant une invitée qui participe à vos émissions pour la première fois, je dois dire que je suis quand même un habitué de la maison et je suis souvent en radio. C'est donc un plaisir pour moi d'être présent en télé aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Alors, le Grand 7, c'est généralement une émission où on fait le revue de l'actualité de la semaine qui s'achève. On passe un peu en revue toutes les actualités majeures qui auront marqué cette semaine. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même prendre les nouvelles de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Comment est-ce qu'elle se porte? Vous êtes le chef d'antenne régionale du littoral. Voilà, je dirais que la Commission se porte bien. La Commission est une institution nationale indépendante. C'est une institution de la République. Ce n'est pas souvent bien connu des populations qui pensent que c'est une association. D'aucuns pensent que c'est une ONG. Non, je dis bien que c'est une administration publique. Comme la CONAC, comme ELECAM, comme le BUNEC. Le BUNEC étant le Bureau national de l'État civil. La CONAC, bien évidemment, comme vous le savez, c'est l'instance en charge de la lutte contre la corruption. Et je ne parle pas d'ELECAM qui s'occupe des élections. Alors la Commission, elle, c'est le bras séculier de l'État en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Et il faut dire qu'après l'adoption de la loi de 2019 qui crée cette institution, le législateur a voulu, n'est-ce pas, donner à cette instance le mandat de prévention de la torture. Et cette instance fait donc office de mécanisme national de prévention de la torture. C'est donc dire que l'institution est au chevet, n'est-ce pas, de ceux qui en ont le plus besoin, d'autant plus qu'elle sillonne depuis quelque temps à travers mon antenne, l'antenne dont j'ai la charge, les lieux de privation de liberté dans la région du littoral. Ça tombe bien. Voilà. On a prévu d'aborder cette thématique-là. Ça fait partie de notre ordre du jour. Rassurez-vous, vous allez davantage vous étendre sur le sujet. Mais avant, je voudrais quand même qu'on s'intéresse sur un événement majeur qui a été célébré. Il s'agit de la journée de l'enfance. Comment s'est passée cette célébration-là au sein de votre commission? Déjà, il faut dire que c'est une journée qui a été adoptée par les Nations Unies pour mettre au devant de la scène les préoccupations que les enfants rencontrent dans la société. Les enfants, vous le savez, sont une catégorie vulnérable de personnes. Ces enfants sont vulnérables en raison, n'est-ce pas, de leur fragilité. Vous savez, lorsqu'on a moins de 18 ans, ce n'est pas toujours évident de trouver sa place dans la société. On peut être mis sur le banc à plusieurs titres et lorsque nous parcourons, n'est-ce pas, les lieux de socialisation, je pense notamment à la maison et à l'école, on se rend compte que parfois les enfants ne sont pas toujours traités avec la meilleure des manières. J'en veux pour preuve les études, des enquêtes qui ont été réalisées par la Commission des droits de l'homme du Cameroun et dont l'antenne dont j'ai la charge a été nécessairement instrumentaire. Nous avons constaté que beaucoup d'enfants subissent des violences silencieuses. Ces violences silencieuses qui sont de l'ordre psychologique, moral, sont les plus pernicieuses. Les enfants n'en parlent pas pour autant, mais cela crée des ravages. Cela crée des ravages au regard de ce que vous allez constater. Beaucoup d'enfants sont susceptibles de consommer la drogue, sont susceptibles d'abandonner le foyer, le domicile parental, sont même susceptibles d'errer dans la rue. Et lorsque vous allez interroger les sources
de ces manifestations, de ces phénomènes sociaux, vous allez vous rendre compte que derrière, il y a parfois un manque d'amour parental. Il y a aussi parfois un déficit d'encadrement de ceux qui ont la charge notamment d'accompagner ces enfants-là. Je pense à toute la communauté éducative, les enseignants, les responsables d'établissement et même les religieux. La commission, à l'occasion de cette journée commémorative des droits de l'homme, a tiré l'alarme. Tiré l'alarme sur ce qu'il est important que les enfants soient protégés et que l'intérêt supérieur de ces enfants prime au quotidien dans tout ce que nous faisons. Quels sont les outils que vous mettez à la disposition? Alors, c'est très simple. Ces outils sont simples. Nous faisons la sensibilisation. La sensibilisation d'abord parce que, vous savez, beaucoup de violations des droits de l'homme ont cours dans la société par ignorance, par méconnaissance, parfois des droits tout simplement qui sont inhérents à l'être humain, mais également parce que les mécanismes prévus, non seulement pour prévenir les violations, mais pour également sanctionner les écarts de comportement, ces mécanismes ne sont pas connus. Combien connaissent la loi? Combien savent vers qui se tourner en cas de problème? Combien savent même que les institutions qui sont mises sur pied, comme la Commission des droits de l'homme, sont efficaces et font leur travail? C'est la raison pour laquelle nous communiquons. Nous passons dans les médias comme ceci pour passer le message de la sensibilisation, pour rappeler aux uns et aux autres combien les enfants ont des droits qui doivent être protégés. Le 20 novembre, c'est une date symbolique qui marque la journée mondiale de l'enfance. Mais c'est tous les jours que nous devons protéger les droits de l'enfant. Ce n'est pas simplement un jour de l'année. C'est le message que nous passons. En tout cas, nous sommes au courant de toutes les actions de la Commission des droits de l'homme du Cameroun en ce qui concerne le droit des enfants. Déjà, félicitations pour ce que vous faites et continuez dans ce sens-là. Merci beaucoup. Mais c'est le cas quand même de rappeler que le président de cette commission, le professeur James Mwangi Kobila, a à l'occasion de cette journée appelé à ce que les groupes armés dans les régions qui connaissent encore des soubresauts dans notre pays, que ces groupes armés laissent les enfants aller à l'école. Je pense que le message doit être relayé suffisamment massivement par les médias pour que l'école ne soit pas prise en otage. Ce lieu sanctuarisé, ce lieu sacré qui participe de l'édification du citoyen de demain, que ce lieu garde sa sacralité, que les enfants puissent aller à l'école. Ils ne doivent pas être comptables des échecs politiques, des revendications sociales, aussi pertinentes qu'elles puissent être, aussi légitimes qu'elles puissent être. Les enfants n'ont rien à voir avec ces revendications, avec ces jeux politiques. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cet exposé-là, brillant exposé sur les droits de l'enfant au Cameroun. C'est important de le marteler. Vous parliez de torture tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était une thématique inscrite à l'ordre du jour parce que ce sujet a été traité par la rédaction de Dash Media. Le Cameroun qui a donc apporté sa contribution à la lutte contre la torture. Plusieurs arguments ont été présentés par la délégation camerounaise. C'était à l'occasion du comité contre la torture du Haut Commissariat des Nations Unies de l'homme qui se tenait donc à Genève. Plusieurs lois ont été mises sur pied pour prévenir les actes de torture et d'en sanctionner les auteurs. Le chef de la délégation camerounaise, Salomon Ehet, a d'ailleurs fait un exposé à ce sujet. Cette information a été traitée. Je vous invite à regarder les détails. Du Cameroun à Genève, Salomon Ehet, représentant permanent du Cameroun auprès des Nations Unies. Il a présenté devant les experts onusiens les mesures prises par le Cameroun visant à conformer les pratiques aux engagements internationaux de l'État. Au-delà de l'internalisation de la Convention, des réformes ont été entreprises au niveau réglementaire et institutionnel en vue de prévenir les actes de torture et d'en sanctionner les auteurs. Il s'agit notamment de la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture, aux côtés des autres mécanismes déjà existants, tels que les contrôles administratifs et judiciaires. D'autres dispositions sont à venir, notamment le dépôt des instruments de ratification du protocole facultatif à la Convention, qui est en cours de parachèvement. En ce qui concerne les droits des citoyens, Salomon Ehet a précisé qu'ils ont été renforcés dans le cadre des opérations de restauration de la paix dans les zones en proie à des crises sécuritaires. Ces garanties ont été étendues à l'encadrement et à l'exécution des mesures de privation de liberté. Outre la présentation du rapport du Cameroun, l'examen du comité contre la torture a porté sur le respect des garanties fondamentales, les conditions de détention ainsi que la compétence, jugée extrêmement large, des tribunaux militaires.
Philippe, est-ce que vous confirmez cet exposé fait par Salomon Eheh du côté de Genève? Nous ne pouvons que confirmer. Déjà, c'est un représentant de l'État, n'est-ce pas, à la mission permanente du Cameroun à Genève. C'est le chef de la délégation qui a nécessairement eu à exposer sur ce que l'État du Cameroun fait en matière de prévention de la torture. Et comme vous l'avez constaté comme moi, il a relevé que l'État du Cameroun a mis en place un mécanisme national de prévention de la torture. Oui. Alors, il s'agit tout simplement de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, qui est fait mécanisme national de prévention de la torture au gré de la loi du 19 juillet 2019. Il faut dire que lorsque nous lisons cette loi, notamment les articles 7 à 9, nous constaterons que le législateur a bien voulu, n'est-ce pas, renforcer le mandat de protection qui était déjà dévolu à l'Institution nationale des droits de l'homme. Mandat de protection qui consistait pour cette institution, je peux dire, avant, cette institution s'appelait Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Aujourd'hui, c'est la Commission des droits de l'homme du Cameroun tout court. Alors, il était question donc pour cette Commission nationale des droits de l'homme et des libertés de mener des visites de lieux de privation de liberté. Et ces visites qui étaient menées visaient nécessairement à observer les conditions de détention avec parfois des obstructions que cette institution pouvait connaître par le passé, mais qui ont été levées à la faveur de cette loi de 2019, qui fait donc de l'institution le mécanisme national de prévention de la torture, avec la possibilité pour elle d'aller au-devant de ces lieux de privation de liberté avec, n'est-ce pas, un mandat renforcé de prévention de la torture. Ça se passe comment? Aujourd'hui, l'institution peut mener des visites inopinées ou notifiées. Ces visites inopinées se font parce qu'il y a en filigrane le besoin de prévenir la torture. Vous savez, lorsque les visites sont annoncées, parfois des dispositions, des mesures peuvent être prises pour effacer, n'est-ce pas, toute trace, toute preuve matérielle d'actes de torture qui auraient pu être perpétrés. Donc vous faites des visites inopinées. Maintenant, systématiquement, l'institution mène des visites inopinées. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sur une semaine, par exemple, je peux me lever avec mes équipes, je visite n'importe quel lieu de privation de liberté. Ça peut être une unité de police ou une unité de gendarmerie ou une prison principale ou secondaire ou centrale. Mais lorsque je visite ce lieu de privation de liberté, je ne m'annonce pas. J'y viens spontanément, je contrôle les lieux, mais toujours avec l'assentiment, l'ouverture et l'accueil du responsable du lieu qui me donne, n'est-ce pas, accès. Mais est-ce que vous avez l'impression, hein, voilà. on est bien conscient des actions que vous menez sur le terrain, voilà. Mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez la sensation que ça marche? Bon, c'est pour ça que on a des cas quand même qui sont là et qui ne sont même pas encore résolus. On a l'enquête de Martinez Zogo qui traîne en justice. On a le cas Longuet qui est toujours là. C'est pour ça que c'est bon d'expliquer le processus pour que les populations comprennent. Lorsqu'on y va, c'est pourquoi? C'est au-delà de l'inspection pour entamer un dialogue constructif avec les autorités rencontrées. Ce dialogue constructif vise à les amener à comprendre pourquoi il est utile, lorsqu'on mène des interrogatoires, de ne pas obtenir les aveux par la force. Oui. Parce que la torture, en fait, c'est quoi? C'est en réalité l'obligation qui est faite, soit physiquement, soit moralement, avec parfois une douleur qui est infligée, n'est-ce pas, à celui vers qui on veut obtenir des aveux. Et lorsque cette douleur est infligée, celui qui parle sous la contrainte. Et donc on peut dire n'importe quoi. Et notre code de procédure pénale dit que lorsque les éléments d'aveu ou de preuve sont obtenus de cette nature, ces éléments-là sont nuls
et de nul effet. Donc, vous comprenez que lorsque nous allons dans ces lieux de privation de liberté, nous rappelons in fine la loi, l'obligation de respect de la loi et les risques encourus par les responsables, par les agents de l'État qui seraient pris en train de pratiquer cet acte de torture. Ces risques pouvant aller jusqu'à des mesures de rétorsion qui pourraient être infligées à l'État si rien n'est fait. Donc, en réalité, c'est la responsabilité de l'État qui peut être engagée lorsque ces agents commettent des actes de torture. Et qu'est-ce qui est fait par la suite? Quand c'est déjà arrivé, quand l'acte de torture est déjà arrivé? Je vous donne un exemple simple. Vous avez certainement, en parlant de l'affaire Martinez-Zogo, suivi, n'est-ce pas, que l'État n'a ménagé aucun effort pour non seulement ouvrir une enquête, déterminer les responsabilités et faire traduire les auteurs éventuels devant les juridictions compétentes. Nous sommes dans le processus judiciaire par rapport à cette affaire. Pourquoi est-ce que l'État le fait? C'est en respect de ses engagements tant nationaux qu'internationaux. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un acte de torture qui est perpétré, dès lors que la Commission des droits de l'homme du Cameroun est informée, elle saisit systématiquement les autorités compétentes pour, d'une part, demander une enquête, d'autre part, déterminer avec exactitude les responsabilités et troisièmement, traduire les coupables devant les juridictions. C'est fait. D'accord. On aura l'occasion de confirmer vos dires tout au long de cette émission, puisque plusieurs thématiques sur le sujet de la torture ont été traitées par Dash Media tout au long de cette semaine. On va s'intéresser par exemple à ce sujet, la justice norvégienne qui a donc prolongé cette semaine pour une nouvelle fois la détention préventive du leader ambazonien Lucas Ayabacho jusqu'au 14 janvier 2025. La juridiction qui allègue la nécessité de protéger l'intégrité de l'enquête. Le Cameroun, qui a toujours sollicité son extradition, aurait-il donc des raisons de craindre l'échec de cette procédure au regard de cette autre prolongation? Serge Bertrand ici a tenté de répondre à cette question. La justice internationale aménage des mécanismes permettant la collaboration entre les États. Et le cas du leader ambazonien Lucas Ayabacho n'en fait pas exception. Seulement, la nouvelle prolongation de sa détention préventive par la justice norvégienne s'explique selon des observateurs par la crainte de la Norvège de voir ses droits violés si jamais il était extradé vers le Cameroun qui en a émis le vœu. L'État de Norvège prend du recul parce que la lutte contre la torture est une lutte universelle. Et l'État de Norvège craint de ce que si Ayabacho est extradé au Cameroun, il pourra subir des atrocités incroyables. Raison pour laquelle les chances de son extradition sont minimes, autrement dit, sont extrêmement réduites. Les faits reprochés à Lucas Ayabacho relèvent des infractions de droit international, notamment les crimes contre l'humanité. C'est pourquoi, à défaut de l'extrader vers le Cameroun, la Norvège pourrait opter en toute légitimité pour la justice internationale. Pour des questions de droits de l'homme, qui sont des questions universelles, l'État de Norvège prend du recul. Quoique son action repose sur des crimes de sang et de guerre, la Norvège va opter justement pour la poursuite au plan international que de transférer M. Ayabacho au Cameroun en tenant compte des éléments tels que le Cameroun est vu à l'extérieur. Donc, il faut beaucoup plus pencher pour une justice sur le plan international que de l'envoi de M. Ayabacho ici au Cameroun. Lucas Ayabacho a été arrêté le 25 septembre dernier par la police norvégienne après la dénonciation d'un avocat d'origine camerounaise, Maître Emmanuel Salai. Après une première prolongation de sa détention préventive jusqu'au 19 novembre dernier, la justice norvégienne vient de renouveler son acte jusqu'au 14 janvier 2025 afin de préserver l'intégrité de l'enquête. Merci Serge Bertrand ici pour ces différents détails. Philippe, je vous pose encore la question. Est-ce que le Cameroun est un exemple en termes de lutte contre la torture? Absolument, c'est un exemple. Parce que systématiquement,
si je m'en tiens au reportage que vous venez de passer, le Cameroun ne saurait tolérer la torture. C'est d'ailleurs un Qu'est-ce qui principe inquiète dans la cardinal. Norvège? C'est d'ailleurs un principe cardinal qui est contenu dans le préambule de la Constitution du 18 janvier 1996, qui rappelle le sacro-saint principe de la dignité humaine et de la préservation de l'intégrité physique et morale de tous les êtres humains qui vivent au Cameroun et qui ne doivent donc pas, de ce fait-là, être soumis à la torture. Ça, c'est le texte. Non, ce n'est pas le texte. Maintenant, je vous rappelle le contexte. Alors, on parle quand même de quelqu'un, en parlant de M. Lucas Ayabacho, qui est quand même soupçonné, et c'est fort de le dire, de crimes de guerre. Et vous savez que dans la nomenclature des crimes internationaux, les crimes de guerre sont les plus susceptibles d'être sanctionnés de la plus dure des manières possibles et ne sauraient être tolérés par les États civilisés, quel que soit le mobile, quelle que soit la légitimité des actions supposées portées par les auteurs. C'est donc dit que nous, Commission des droits de l'homme du Cameroun, nous ne pouvons que saluer la mesure non seulement de son arrestation, mais également de sa détention. Et le refus d'extradition aussi. Fut-il par un partenaire. Et effectivement, il ne m'appartient pas ici de parler des questions qui concernent la souveraineté de l'État. Et vous savez donc que les mesures d'extradition relèvent de ces questions-là, la souveraineté des États. Mais je puis dire tout simplement que nous avons une diplomatie active, une diplomatie qui a souvent fait la preuve de son efficacité et dont nous verrons certainement très prochainement le dénouement de cette affaire. Toujours est-il que justice doit être rendue. Et pour que justice soit rendue, il faut absolument que les groupes armés qui sont susceptibles d'avoir commis des actes de guerre, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, même des crimes de génocide, que ces groupes-là soient traduits devant les instances compétentes, jugés pour leurs faits, et que les victimes soient indemnisées ou que des mesures de réparation soient prises à l'effet de rétablir leurs droits qui ont été mis en péril en raison de la crise que nous connaissons. En tout cas, les faits parlent. Hein. Vous avez beau nous dire que le Cameroun, en matière de lutte contre la torture, il est impeccable, mais les faits parlent. On a la Norvège qui ne fait que prolonger le délai, prolonger. On a la Norvège qui, quelque part, dit qu'elle voudrait préserver l'intégrité de l'enquête. Est-ce en extradant Lucas Ayabacho au Cameroun que l'intégrité de l'enquête ne sera pas préservée? Bon. Ça, c'est une question. Par définition, la justice est lente. Oui. Elle est lente et elle suit généralement son cours normal en fonction des législations nationales. Et il faut dire que la procédure en l'état en Norvège, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Je ne puis questionner cela au regard de ce que je ne suis pas maître, comme je vous l'ai dit tantôt, de ce qui se passe dans d'autres pays. Par contre, je puis simplement vous dire que, comme c'est une question qui relève de la diplomatie, les mesures sont prises par notre État pour que justice soit rendue. Et si cela doit passer par une extradition, alors vous avez suivi l'analyse du juriste qui est intervenu dans ce reportage. C'est un point de vue. Qui parle, oui. Voilà, c'est un Justement, point de vue. j'allais vous demander si vous êtes d'accord avec ce point de vue. Pas nécessairement d'accord, tout simplement parce que je ne pense pas que s'il est extradé au Cameroun, ses droits seront enfreints. Bafoué. Toujours est-il que nous n'avons pas ici au Cameroun des dirigeants irresponsables. Je ne pense pas. Ce n'est pas mon sentiment. Je pense peut-être qu'il y a des brebis galeuses, qu'il y a des bavures, qu'il peut y avoir des écarts de comportement. Mais je pense que des mesures ont également été prévues pour sanctionner tous ces écarts de comportement, pour relever et même prévenir ces bavures lorsqu'elles existent. C'est pour ça que j'ai tantôt évoqué, quand il y a soupçon d'actes de torture, systématiquement une enquête est ouverte.
L'enquête n'est pas toujours sûre et connue des populations. D'aucuns parlent parfois des rapports qui ne sont pas rendus publics, mais devrais-je dire ici qu'il y a des questions qui parfois relèvent, n'est-ce pas, de la sécurité intérieure et qui doivent donc être traitées avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de recul. C'est peut-être aussi parfois la raison pour laquelle certaines informations sont parfois distillées à dose homéopathique aux populations. Donc c'est ce que je peux dire sur la question. Et c'est pour cela que la Commission des droits de l'homme, par exemple, reste silencieuse sur le sujet. C'est pour ça que la Commission des droits de l'homme, quand bien même elle se saisit de ces questions, ne les rend pas publiques n'importe comment. Je puis d'ailleurs vous affirmer que des canaux existent par lesquels la Commission transmet aux autorités compétentes les conclusions de ces investigations et même ces suggestions vis-à-vis des droits de l'homme et vis-à-vis des préoccupations qui peuvent concerner spécifiquement la torture. D'accord. Nous allons prendre un autre exemple qui a toujours été traité par la rédaction cette semaine. Le sous-préfet de Ida-Bato, Roland Ewane, qui est toujours en captivité, plus de 50 jours après son enlèvement par des hommes encore non identifiés. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux cette semaine, on a pu voir l'administrateur civil soumis à des actes de torture de la part de ses bourreaux qui ont exigé le paiement d'une rançon pour sa libération. Mais face à la détermination justement des pouvoirs publics à ne pas négocier avec les terroristes, des craintes persistent notamment sur l'exécution de leurs menaces par les ravisseurs. Serge Bertrand ici a également traité de cette actualité. Les ravisseurs du sous-préfet d'Ida-Bato, Roland Ewane, se font de plus en plus pressants sur la demande de rançon faite auprès des autorités camerounaises. Face au refus catégorique de ces derniers d'accéder à leurs demandes, les craintes s'expriment sur la possibilité pour eux de mettre en exécution leurs menaces. Même si certains observateurs sont d'avis qu'il faut trouver des moyens de régler cette situation, ils s'accordent à dire que le gouvernement ne devrait pas négocier avec les terroristes car cela prêterait le flanc à la multiplication de tels actes. Leurs demandes sont quand même extrêmes et ne permettent pas à ce qu'une négociation soit entamée. Près d'un demi-milliard de francs, c'est quand même beaucoup. Et en plus de cela, exiger une certaine logistique, n'est-ce pas, toutes choses qui sont de nature à renforcer leur capacité de nuisance. Donc on peut comprendre clairement que le Cameroun refuse de négocier. De l'avis de cet observateur, la solution à ce niveau relève désormais de la diplomatie, car les différents services impliqués du Cameroun et du Nigeria devraient se mettre à contribution. Le sous-préfet ne peut être sauvé que par les actions combinées du Cameroun et du Nigeria, dont les services de renseignement travaillent ensemble et les diplomates également. Donc, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faudrait plutôt, n'est-ce pas, se pencher pour espérer sauver la vie de notre compatriote. En rappel, le sous-préfet d'Ida-Bato, Roland Ewane, a été enlevé par des hommes non identifiés le 1er octobre dernier. Amené vers le Nigeria, ses ravisseurs avaient alors réclamé une rançon pour sa libération. Et à plus d'1 mois et demi de détention maintenant, leur menace se fait de plus en plus pressante avec une possibilité de son exécution. Nous sommes à plus de 50 jours après, parce que le sous-préfet de Ida-Bato, Roland Ewane, a été enlevé, c'était un 1er octobre. Plus de 50 jours après, silence des autorités camerounaises. Silence de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un peu exagéré de dire silence. On n'a pas encore vu vos réactions. Parce que hier encore, je lisais, et partout, sur toutes les plateformes, le communiqué du gouvernement sur le sujet. Bon. Et je crois que, ce n'était que hier, ce communiqué qui est arrivé... c'est vrai, comme vous le faites remarquer, 51 jours après, il tombe quand même à point nommé parce qu'il faut quand même le dire, c'est une question qui relève nécessairement de la souveraineté de l'État. Encore. D'autant que cela implique potentiellement un autre État, l'État du Nigeria. Qui, comme vous le savez, est un partenaire stratégique et avec qui, certainement, notre pays entretient des relations séculaires bien connues.
En ce qui concerne la commission, vous savez, je le disais tantôt, pour ne pas entacher les enquêtes qui sont menées et même pour ne pas donner du grain à moudre aux groupes qui n'auraient pas forcément intérêt à privilégier le dialogue, nous avons opté sur cette question de mener simplement les enquêtes comme cela se fait pour toutes les questions qui relèvent des violations des droits de l'homme pour lesquelles nous avons une connaissance. Donc notre chef d'antenne régional présent là-bas dans le sud-ouest a mené les enquêtes, a transmis certainement son rapport par les canaux indiqués et la commission se prononcera en temps opportun. Toujours est-il que nous condamnons systématiquement les actes qui sont attentatoires aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent. Le sous-préfet représente l'autorité de l'État et en aucune manière nous ne saurions, n'est-ce pas, accepter que des sévices soient perpétrés à son encontre. Et j'en veux pour preuve la vidéo qui a circulé, qui est d'une extrême gravité. J'allais vous le demander, est-ce que vous avez vu la vidéo? Absolument. Est-ce que vous êtes rapproché de la famille du sous-préfet? Alors, je dis encore... Parce qu'on a quand même envie de savoir. Quand vous dites aux téléspectateurs que la commission de ce côté-là amène des enquêtes, bien sûr. Les enquêtes sont menées à quel niveau? Ça, de la famille? Nous menons toujours les enquêtes en observant le principe du contradictoire, en allant systématiquement sur le terrain. En ne nous contentant pas de ce qui est relayé dans les médias, mais en recherchant par nous-mêmes tout ce qui peut nous permettre de bien comprendre comment les événements sont arrivés et pourquoi est-ce que nous en sommes là. Parce que, in fine, la commission va faire des recommandations. Donc, je ne peux pas laisser passer le sentiment qui peut prévaloir dans l'opinion qui donne l'impression que la commission ne travaille pas. Non, nous travaillons. Non, on n'a surtout pas dit que vous ne travaillez pas. Mais je crois que les populations ont quand même besoin de savoir quel type d'enquête vous menez dans ce type de cas. Parce que nous sommes en plein dans un exemple typique de torture. Voilà. Qu'est-ce que la commission fait? Dans ce type de cas, ce que nous faisons, c'est que nous allons vers les acteurs concernés. Ça peut être les victimes elles-mêmes. Ça peut être les autorités impliquées. Et même dans certains cas, je vais vous surprendre, vers les mis en cause. Pour parler de la région du sud-ouest précisément, mon vis-à-vis là-bas a déjà eu à contribuer aux opérations de libération d'otages qui avaient été captifs, pris en captivité par les groupes séparatistes connus dans cette région-là. Et je puis vous dire qu'en son temps, ces actions menées par la Commission des droits de l'homme du Cameroun à travers son représentant sur le territoire, à savoir le chef d'antenne régional, ces actions avaient été saluées par les autorités. Mais on n'a pas certainement fait beaucoup de publicité parce que tel n'est pas l'objectif. Il n'est pas question pour nous, n'est-ce pas, pour des actions qui peuvent être menées comme celle-là, de dévoiler en réalité les procédés qui sont les nôtres, mais surtout, nous menons nos actions dans le but ultime de protéger les victimes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que... on protège les victimes en pareilles circonstances, en respectant aussi parfois la confidentialité des enquêtes qui peuvent être menées et qui, lorsque divulguées, peuvent compromettre les résultats de ces enquêtes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi important? Il y a ce qu'on appelle communication en temps de crise, Philippe. Est-ce que ce n'est pas important de rassurer les populations? Parce qu'on est face à des populations qui se disent le gouvernement ne fait rien, la Commission des droits de l'homme ne fait rien. Comment vous les rassurez? C'est pour ça que vous m'avez invité sur votre plateau.
Et quand je viens, c'est pour dire que nous faisons quelque chose, nous travaillons. Et que pour ce cas, comme pour les autres cas, les mesures qui sont prises par la commission sont conformes à ce que prévoit la loi de 2019 tantôt. Et cette loi nous dit, la commission peut recevoir des requêtes, peut recevoir des plaintes, entre guillemets, de tous ceux qui sont victimes d'un abus ou d'une violation d'un quelconque droit. Et lorsque la commission est ainsi saisie, la commission mène les enquêtes, auditionne les parties, mène les investigations en descendant sur le terrain, en allant partout où nécessaire, dans les administrations concernées, dans les forêts, si cela est requis. Et pourquoi pas? Dans les pays voisins, si le cas se présente. Pourquoi pas? En utilisant les canaux diplomatiques offerts. Nous faisons tout cela parce que nous avons à cœur de préserver l'intérêt humain, la dignité humaine, les droits du citoyen camerounais. Merci de répondre parce que on se posait quand même la question, est-ce que la Commission des droits de l'homme a des outils de pression dans ce type de situation? Parce que nous sommes en plein dedans. Est-ce que vous avez ces outils de pression-là que vous pouvez utiliser? Le premier outil de pression, c'est la loi. La loi étant l'émanation de la volonté du peuple camerounais, telle qu'exprimée et portée par les représentants du peuple, à savoir les députés et les sénateurs. Il faut savoir que lorsqu'une loi est promulguée, alors cette loi-là devient d'application immédiate. Lorsque nous allons quelque part, en tant que commission des droits de l'homme du Cameroun, nous n'avons pas le sentiment qu'il y a, comme je peux dire, un empêchement de cette commission d'exécuter son mandat. Non. Nous voyons plutôt, en les autorités que nous approchons, une volonté de collaboration, une coopération qui nous indique à suffisance que ces autorités connaissent également la loi. Même si nous n'allons jamais cesser de marteler que l'institution est également indépendante. Indépendante parce que remplissant son mandat sans contrainte. Vous parlez tantôt des moyens de pression. Je ne vais pas parler de moyens de pression parce que nous ne sommes pas dans la pression mais dans le dialogue constructif. En fait, c'est un peu plus subtil. C'est la persuasion. À un moment, le dialogue devient délicat. C'est même la diplomatie parce qu'on ne peut pas tout résoudre, madame, avec la force. Donc, nous amenons les autorités, les populations, parce qu'il y a des violations qui peuvent concerner les autorités, mais il y en a aussi qui concernent les populations elles-mêmes, qu'on appelle les violations horizontales des droits de l'homme. Et ces violations, lorsque nous les constatons, quelle que soit la personne en cause, s'il ne s'agit pas de matière répressive, nous agissons en convoquant les outils de la médiation, de la conciliation, des bons offices, de l'arbitrage, de la concertation, pour amener les uns et les autres à revenir à de bons sentiments. Parfois, ça marche. Et je puis d'ailleurs vous dire que lorsque on a affaire à des affaires comme des cas d'enlèvement, de kidnapping, de rançonnement et autres, je peux vous dire que parfois les modalités employées à ce niveau, c'est davantage la négociation, les méthodes alternatives qui vont au-delà des méthodes de force. Je ne vais pas, comme je l'ai dit tantôt, révéler comment ça peut se passer dans la réalité, mais ça se fait. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un besoin de vous rapprocher davantage de la population? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas comment avoir accès à vous, mais qui ont besoin d'aide? Vous avez pas. Je peux citer un autre cas. Il y a cette image de la petite Orphée qui a été violée avant d'être assassinée au quartier Bonapriso à Douala. C'est un cas qui est également viral, qui a beaucoup fait couler d'encre et de salive cette semaine. Tout à fait. On a vu une famille dépassée qui ne sait carrément où aller, vers qui se plaindre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de vous faire davantage, de vous rapprocher des populations? Alors, l'observation, elle est pertinente. Elle est pertinente et révèle la nécessité. Parce que là, vous nous dites que nous sommes dans un cadre diplomatique, mais il y a le citoyen lambda qui a également besoin d'aide. Et révèle pour nous la nécessité d'accentuer
la sensibilisation, d'accentuer la communication. Et je saisis donc l'opportunité offerte par votre média de dire à la population que la Commission des droits de l'homme du Cameroun a mis en place un numéro vert. Le numéro vert qui est un numéro court, gratuit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le 15-23. 15-23. 15-23. Alors ce numéro vert permet à quiconque victime d'une violation de ses droits, d'un abus, de dénoncer à travers ce numéro vert-là. Il est ouvert depuis, n'est-ce pas? Il est ouvert, mais n'est pas toujours connu. D'où la nécessité d'en parler. C'est également le lieu pour moi de vous dire que lorsque nous faisons des campagnes comme celle en cours, visant à évaluer les conditions de détention dans la région du littoral, nous ne ménageons aucun effort pour vulgariser les modalités par lesquelles le citoyen lambda peut saisir la commission. Et donc, nous avons procédé à une large campagne d'affichage du numéro vert de la commission dans toute la ville, sur les bâtiments publics, en commençant par les unités de police et de gendarmerie, où les citoyens peuvent être victimes, comme vous le savez, parfois de violations de leurs droits. Nous allons poursuivre avec les écoles, avec les marchés, partout où c'est nécessaire. L'objectif, c'est que le citoyen ne se sente plus démuni face à un problème qu'il peut résoudre avec l'intervention de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. C'est une institution qui a été créée par l'État, qui ne demande pas d'argent, qui exécute son mandat gratuitement au bénéfice des populations. Et nous ne pouvons donc pas, madame, mener nos actions à bien si la population ne coopère pas. Certains vous diront que la Commission des droits de l'homme, c'est encore le gouvernement. Donc, qu'est-ce qui change finalement? Il faut bien qu'un gouvernement représente des populations. Et si au moins l'on peut saluer cette volonté gouvernementale affichée et jamais démentie de mettre en place des structures qui vont concourir à préserver les droits de ses citoyens, je crois que c'est plutôt quelque chose à saluer. Maintenant, le défi est d'inviter les populations à expérimenter les mécanismes mis en place par l'État, à les éprouver et à en apprécier ou pas leur efficacité. D'accord. Merci de donner davantage d'informations aux téléspectateurs. Le dernier sujet inscrit à l'ordre de cette émission vous intéresse également parce que vous êtes un parent, sans doute. Vous êtes un père éducateur aussi. Et c'est difficile d'être dans une société où les jeunes sont en proie au chômage. On en a parlé cette semaine, le chômage des jeunes au Cameroun qui atteint donc des niveaux critiques. D'après un récent rapport de l'Institut national de la statistique, 74% des jeunes âgés entre 25 et 35 ans, je m'en vais vous rappeler ce taux, 74% des jeunes âgés entre 25 et 35 ans sont sans emploi. Une situation qui est donc préoccupante et qui nécessite des solutions urgentes. Ces chiffres mettent en lumière les défis que doivent surmonter les jeunes diplômés dans un marché du travail. Ils se retrouvent en difficulté. Larissa Libom a traité cette actualité. En 2024, le Cameroun fait face à une crise de l'emploi sans précédent. Selon un récent rapport de l'Institut national de la statistique, le taux de chômage a atteint un niveau alarmant de 74%. Une situation qui touche particulièrement les jeunes diplômés âgés de 25 à 35 ans, dont 14,8% sont affectés par le sous-emploi. En comparaison, seulement 3% des non-scolarisés de la même tranche d'âge sont touchés par le chômage. Issa Chiroma Bakari, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a exprimé ses préoccupations face à cette situation critique. Il a souligné que l'inadéquation entre la formation académique et les besoins du marché du travail est l'une des principales causes de ce taux de chômage élevé. Pour remédier à cette situation, il a plaidé pour une réorientation vers l'apprentissage de métiers pratiques plutôt que l'enseignement général qui conduit souvent au chômage et au sous-emploi. Le pays doit impérativement adapter son système éducatif aux réalités du marché du travail pour réduire le taux de chômage et offrir de meilleures perspectives d'avenir à sa jeunesse. Merci Larissa Libom. Je le disais tout à l'heure, c'est une actualité qui vous intéresse sans doute. 74% de jeunes sans emploi au Cameroun.
La jeunesse, fer de lance de la nation de demain, comment est-ce qu'on la construit? Vous savez, lorsque nous sommes invités sur un plateau comme le vôtre, nous ne pouvons qu'adopter l'approche droit de l'homme qui commande d'interroger les phénomènes à l'aune des droits de l'homme. La question du droit à l'emploi révèle en sous-jacence d'autres préoccupations, notamment l'accès à une éducation de qualité. Effectivement. Pour ne pas dire le droit à l'éducation. Dans votre reportage, je remarque qu'un accent est mis sur l'invitation, n'est-ce pas, aux jeunes de privilégier des métiers, c'est-à-dire des filières qui orientent vers des métiers pratiques. Oui. C'est donc dit que le constat qui a été fait par le ministre, c'est déjà un constat qui avait été rappelé en son temps par la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Je vous invite simplement à lire ces multiples rapports sur l'état des droits de l'homme. L'éducation aujourd'hui, telle que vécue dans notre pays, est très bonne. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une adéquation entre l'offre de formation et les emplois tels que proposés par le marché. C'est donc dit qu'il faut nécessairement une rupture du paradigme qui voudrait que nécessairement les études qui sont faites par les uns et les autres, aussi générales soient-elles, débouchent nécessairement sur des emplois salariés. On peut aussi penser quand même à l'entrepreneuriat. Bien sûr. C'est-à-dire à la possibilité offerte aux uns et aux autres de pouvoir générer par leur capacité intrinsèque des métiers qui sont même parfois des métiers d'avenir. Je pense aujourd'hui à l'intelligence artificielle et avec tout ce qu'on peut faire avec. Je pense à la robotique, par exemple. Je pense à tout ce qui est création. Je vois votre plateau, il est très bien fait. Ce sont des métiers qui peuvent être mieux structurés si une masse critique de jeunes décide d'embrasser le secteur. Donc la recommandation qui avait été faite par la Commission en son temps est conforme à la remarque aujourd'hui du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Qui oriente les jeunes vers ces secteurs-là? Nous n'interrogeons pas la question de cette manière. Nous ne posons pas le problème. Oui, bon, là, on est dans le prolongement de votre sortie. Mais l'orientation peut déjà se faire par les parents à leur niveau. Il faut également qu'ils soient au courant. D'abord, la responsabilité, c'est pour ça que nous parlons. D'abord, la responsabilité ici est celle des familles. Maintenant, l'État a cette responsabilité aussi de mettre en place les infrastructures qui s'y est. Maintenant, l'offre infrastructurelle liée à la formation professionnelle, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est de qualité? Je puis vous dire qu'il y a matière à amélioration. C'est également un constat fait par la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Nous saluons néanmoins les efforts qui sont menés avec les instituts professionnels qui sont créés ici et là, parfois par des promoteurs privés et qui tendent à compléter l'offre publique disponible. Nous invitons donc peut-être les parents à privilégier, n'est-ce pas, ces voies qui sont beaucoup plus porteuses et source certainement de plus d'épanouissement pour leur progéniture. Et je voudrais également vous interpeller en tant que parent, peut-être pour finir. Est-ce que quand vous observez la jeunesse camerounaise aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt pour bâtir un Cameroun fort demain? Oui, je suis optimiste. Nous avons des ressources humaines de qualité. Nous avons une jeunesse entreprenante. Nous avons une jeunesse qui ose. Nous avons une jeunesse qui ne se laisse pas emporter par le défaitisme ambiant. Nous avons une jeunesse qui, de par ses résultats, éblouit le monde. C'est donc une ressource humaine qu'on capitalise déjà aujourd'hui et qu'on va certainement encore mieux capitaliser demain. Je vais simplement inviter cette jeunesse à ne pas perdre espoir,
à continuer son œuvre d'édification, d'abord personnelle et ensuite l'œuvre d'édification de la nation, et à garder toujours chevillé au corps, n'est-ce pas, les valeurs cardinales de patriotisme, de respect, même des droits humains, de respect des aînés, de tolérance, n'est-ce pas, de la recherche même de la justice, de l'équité pour tous. Je crois que ce sont en filigrane là des considérations qui magnifient les idéaux des droits de l'homme qu'il faut avoir. Le patriotisme, la tolérance, la coexistence pacifique et même le vivre ensemble. Voilà. On a à peu près 2 minutes. Hein. Je vous donne l'opportunité de nous parler d'une actualité peut-être qui aura marqué cette semaine, que vous avez retenue particulièrement. Alors, ce que je peux dire, c'est que dès le 25 novembre prochain, la communauté internationale et le Cameroun avec va s'engager dans une campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Je crois que, étant ici à Douala, étant le responsable régional de la Commission des droits de l'homme du Cameroun dans la région du littoral, je constate comme une résurgence, une accentuation des cas de féminicide, des phénomènes qui touchent prioritairement les femmes et qui peuvent être considérés comme des violences. Oui. Comme vous avez dit, des féminicides dans certains cas. Et ce sera l'occasion pour la Commission de réitérer la nécessité impérieuse de protéger les droits de la femme. Protéger les droits de la femme parce que mère de l'humanité, parce que être fragile, être vulnérable, qui doit nécessairement, en raison de cette spécificité, être plutôt porté au cime, oui, mais non pas dans les abîmes, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, le message qui est le nôtre, c'est d'inviter les femmes victimes de violences, quelle que soit la forme, de ne pas hésiter à saisir la Commission des droits de l'homme du Cameroun directement par une plainte en venant dans ces locaux ici à Douala, qui sont basés où? À Bali, lieu d'école publique, ou en appelant le 1523, son numéro vert. Et nous ferons le devoir d'intervenir. Nous savons combien les temps sont difficiles pour ces femmes, mais nous leur demandons de tenir bon et de jouer leur partition, de rompre le silence lorsque c'est nécessaire et de toujours redresser la tête en dépit des vicissitudes qu'elles peuvent connaître. Et comme on a dit, ce sont 16 jours d'activisme, mais en réalité, la sensibilisation, elle est quotidienne. Elle est quotidienne, elle se poursuit, et la Commission des droits de l'homme accompagne toutes les actions qui sont menées dans ce sens. D'accord. Philippe Amagné Botiba, chef d'antenne régionale de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Merci. C'est moi qui vous remercie pour une première. Je suis impressionné par le caractère convivial de votre émission et je serai heureux d'une nouvelle invitation. On ne manquera pas. En tout cas, c'est votre maison désormais. Vous revenez et quand vous voulez. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui étiez connectés pour cette autre sortie de votre magazine de l'actualité Grand 7 sur Dash Télévision. On a un nouveau rendez-vous. Oui, ce sera samedi prochain lorsqu'il sera exactement 12 h. On se retrouvera pour commenter les actualités de la semaine qui s'achèvera certainement. Allez, portez-vous bien en vous rappelant que nos programmes se poursuivent.